Bonjour, je suis amené à vous parler aujourd'hui des troupes coloniales françaises pendant les deux guerres mondiales. Alors je commencerai déjà par une première chose, à savoir une phrase que j'apprécie énormément, qui est celle de Sir Winston Churchill, qui disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Regarder vers le passé permet de construire l'avenir. Dans ce contexte, il me semble utile de se remémorer les faits historiques. Certaines vérités sont mises à jour et nous permettent de mieux comprendre certaines dérives du passé. Alors on va parler un petit peu des troupes coloniales françaises durant les deux guerres mondiales. Aux côtés des troupes métropolitaines, les unités coloniales et toutes celles créées ensuite ont joué un rôle militaire considérable lors des conquêtes coloniales, puis pendant les deux conflits européens, ainsi que dans les guerres de décolonisation. Retracer l'histoire de ces combattants des Comores, de ces soldats créoles des Antilles-Guyane, de ces spahis, zouaves, goumiers, ou encore de ces tirailleurs indochinois ou malgaches, c'est s'attacher à ce passé commun qui existe entre la France et ses anciennes colonies. Cette mémoire commune au cœur des relations de notre pays avec les ex-colonies. Si la reconnaissance du sacrifice a été immédiate dans les armées, elle a ensuite été évacuée de la mémoire collective nationale. À l'heure des grandes commémorations des conflits mondiaux, il semble opportun de rappeler que ces étrangers et coloniaux ont participé activement à la libération de la France dans ces guerres successives, et cela depuis 1870. Alors on va commencer par expliquer un petit peu l'Empire colonial. La Troisième République, 1870-1940, a construit un empire colonial, le deuxième du monde derrière l'Empire britannique. La République française héritait de quelques opérations antérieures. En Cochinchine, l'actuel Sud-Vietnam, en 1862, et surtout l'Algérie à partir de 1848. Elle ajoute la Tunisie en 1881, le reste de l'Indochine, le Tonkin, l'Annam, actuel Nord-Vietnam, le Laos et le Cambodge entre 1883 et 1886. Pour l'Afrique occidentale française, à partir de 1895, Madagascar et les Comores, 1897, l'Afrique équatoriale française, en 1908 et le Maroc en 1911. Donc on voit que l'empire colonial s'étend sur 4 continents et compte plus d'habitants que la seule métropole. Devant la montée des périls en Europe, la France avait prévu de mobiliser les forces de l'empire au secours de la République. On a tracé l'empire colonial. Maintenant, on va aborder la Première Guerre mondiale et le rôle des troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale. Pour avoir des troupes, il faut les enrôler. L'enrôlement des troupes coloniales dans l'armée française. Alors, déjà en Afrique. Le corps des tirailleurs sénégalais a été créé en 1857 par Louis Faidherbe, qui était gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest française. Il était désireux de se doter d'unités de combat indigènes permettant de pallier l'insuffisance des effectifs en provenance de métropoles. Entre 1857 et 1905, ces unités étaient surtout constituées de mercenaires. Cette troupe coloniale était souvent composée d'esclaves affranchis, rachetés par les Français à leurs maîtres africains, renforcés d'apports de prisonniers de guerre et de volontaires. Ils venaient de l'ensemble des colonies françaises d'Afrique. Mais après 1905,
ils prirent de l'importance avec le besoin de forces de police efficaces sur l'immense territoire africain sous administration française pour régler les problèmes d'insécurité liés à des révoltes sporadiques, notamment en Mauritanie ou au Maroc. Dans les Antilles, le 6 juin 1912, le ministre de la Guerre écrit à son collègue des colonies « J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'appliquer sans délai l'article 89 de la loi du 21 mars 1905 dans nos 4 anciennes colonies de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. L'incorporation des contingents est programmée à partir du 1er octobre. Les résultats des conseils de révision de 1912 sont largement commentés dans la presse antillaise. Ainsi, sont déclarés aptes 1474 hommes pour la Martinique, 1469 hommes pour la Guadeloupe, 156 hommes en Guyane. Le 2 novembre 1913, 447 conscrits embarquent sur le Navarre à Pointe-à-Pitre. 233 vont suivre le 18 novembre sur le Guadeloupe. De grandes manifestations toujours décrites dans la presse comme débordant de flammes patriotiques saluent les embarquements. En Asie, les Français ont fondé la colonie de Cochinchine en 1862 et établi un protectorat sur le Tonkin en 1884. Conscient du potentiel important représenté par les supplétifs locaux, le gouverneur général de la Cochinchine décide, en 1861, de la mise sur pied d'un corps de combattants réguliers, le bataillon indigène, composé en grande partie de Tonkinois et d'Anamites. Le premier régiment de tirailleurs Anamites est créé en décembre 1879, afin de renforcer les effectifs de l'infanterie de marine stationnée dans le delta du Mékong. Le 14 juillet 1913, à l'occasion de la grand-messe patriotique qui est devenue le défilé militaire de Longchamp, on n'était pas aux Champs-Élysées à l'époque, le président de la République, à l'époque Raymond Poincaré, accroche la Légion d'honneur au drapeau du premier régiment de tirailleurs sénégalais. L'acte est fort car il s'agit de la plus haute distinction que la nation accorde à une unité. Elle récompense la participation des soldats noirs à toutes les opérations de la conquête coloniale depuis 1854, de l'Afrique noire à Madagascar jusqu'à la toute récente campagne du Maroc. Le président remet ainsi aussi leur drapeau tricolore à 25 régiments récents, mixtes ou indigènes, 10 régiments d'artillerie ou d'infanterie coloniale mixte du Maroc, composés aux 2 tiers d'Africains, 5 régiments de tirailleurs algériens, 3 de Sénégalais, 2 de tirailleurs indo-chinois, un Anamite et un Tonkinois, 3 régiments de tirailleurs malgaches et enfin 2 dits indigènes, celui du Tchad et celui du Gabon. Par ailleurs, dès l'été 1914, la pénurie de main-d'œuvre masculine nationale s'impose aux autorités françaises comme un des problèmes les plus aigus. La féminisation du marché du travail, le nombre relativement faible des prisonniers de guerre s'avère insuffisant, si bien que le recours aux travailleurs étrangers coloniaux et chinois apparaît une solution nécessaire. Si les flux de travailleurs libres ne sont pas négligeables, en réalité, la très grande majorité des étrangers et des coloniaux sont recrutés par l'État français. Officiellement, plus de 225 000 coloniaux et chinois et au moins autant d'étrangers ont travaillé sur le sol métropolitain pendant la guerre. Dans le premier cas, il s'agissait d'Algériens. On les dénombre à peu près 80 000, des Marocains, près de 35 000, des Tunisiens, 18 500, mais aussi des Indochinois, 49 000, des Chinois, 37 000, auxquels on ajoute des groupes moins nombreux comme les Malgaches, 5 500. Dans le contexte spécifique de la guerre,
les circulations migratoires sont évidemment surveillées. Autrement dit, les gens ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Néanmoins, étrangers et coloniaux ne reçoivent pas le même traitement. Coloniaux et Chinois sont militarisés, surveillés de manière rigoureuse. On contrôle leur courrier, l'obsession réglementaire et la discipline. Ils sont l'objet d'un grand renfermement, comme l'atteste l'obligation qui leur est faite de loger dans des dépôts et dans des camps, le plus souvent situés à la périphérie des villes, composés de baraques, où les conditions de vie sont très précaires, voire vraiment difficiles. Coloniaux et exotiques sont par ailleurs saisis au moyen du racisme dominant de l'époque. De nombreuses instructions officielles rappellent aussi qu'ils doivent être groupés en fonction de leur origine, tant sur les lieux de travail que dans les cantonnements. Il faut par exemple séparer les Chinois, les Indochinois, les Kabyles et les Arabes, les Marocains et les Algériens. Étrangers d'une part, coloniaux et Chinois d'autre part se répartissent sur l'ensemble du territoire en groupes plus ou moins importants de quelques dizaines à plusieurs milliers. Les premiers se retrouvent dans les campagnes. On estime qu'il y a plus de 100 000 Espagnols qui travaillent dans l'agriculture pendant la guerre, mais aussi dans l'industrie, notamment les usines de guerre. Les seconds sont majoritairement employés dans les établissements publics ou privés, fabriquant du matériel et des munitions dans les ateliers de l'intendance, dans les transports, dans les mines et surtout dans les travaux de terrassement, à l'arrière et au front. Dans les deux cas, il s'agit d'une main-d'œuvre peu ou pas qualifiée. C'est l'ensemble des colonies françaises qui est appelé à la rescousse, et les métropolitains peuvent mesurer concrètement l'étendue de leur empire en voyant débarquer les soldats coloniaux. Tirailleurs dits sénégalais. En fait, ils viennent de toute l'Afrique occidentale française, des spahis algériens, des tabors marocains, des tirailleurs anamites ou tonkinois, des malgaches, des tunisiens. La Grande Guerre voit l'arrivée sur le sol de France de troupes étrangères et coloniales en provenance du monde entier. Les Français sont d'autant plus fiers de voir l'Empire répondre à l'appel de la mère patrie, qu'ils ne savent rien des méthodes employées pour mobiliser de force des soldats et des ouvriers dans les colonies. 3 divisions d'infanterie, la 3e brigade du Maroc, la brigade des chasseurs indigènes sont envoyées sur le front dès le mois d'août et septembre 1914, donc dès le début de la guerre. 25 000 tirailleurs algériens sont ainsi acheminés vers les frontières du Nord-Est. La plupart sont des engagés. Ce sont les premiers des 170 000 indigènes, 33 000 déjà sous les drapeaux, 80 000 appelés, 57 000 engagés volontaires que l'Algérie fournira au cours de la Grande Guerre. En effet, la guerre totale oblige rapidement à recourir à la conscription, qui est déjà introduite en Algérie dès 1913, puis fréquemment au recrutement forcé qui entraîne en Algérie notamment de nombreuses révoltes. Et on comprend pourquoi. La Tunisie et le Maroc fournissent également leur contingent de combattants. 62 400 Tunisiens, près de 37 000 Marocains combattent sur tous les fronts en France. Au total, on estime entre 550 000 et 600 000 le nombre de soldats coloniaux qui sont venus des 4 coins du monde combattre en Europe. Sans parler de ceux qui sont restés mobilisés dans les colonies. Ajoutons à cela les 200 000 travailleurs coloniaux et l'on prend la mesure de cet important flux migratoire. Dès 1918, on voit Blaise Diagne, un jeune Sénégalais qui est élu député. En effet, les 4 communes du Sénégal, Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée, jouissent d'un statut unique dans l'empire colonial, qui confère à leurs habitants de voter lors des élections. Ils peuvent élire des conseils municipaux et un député. Avec l'appui de Blaise Diagne, 80 000 tirailleurs sénégalais, qui sont en fait originaires de l'Afrique occidentale française, ont été mobilisés. L'appellation de tirailleurs sénégalais est employée comme un terme générique.
englobant des soldats coloniaux qui seront recrutés par la suite dans d'autres régions de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec des régiments de tirailleurs sénégalais du Tchad, des tirailleurs sénégalais du Cameroun, du Gabon, du Congo, etc. Donc vous voyez que c'est une appellation vraiment générique. En 1917, Clémenceau, qui devient président du Conseil, nomma Blaise Diagne commissaire de la République avec pour mission de mener une nouvelle campagne de recrutement en Afrique noire, en proposant aux indigènes des primes, des allocations, la création d'écoles, l'exemption de l'indigénat, voire pour les fils de chefs qui s'engageraient, la promesse d'accéder à la citoyenneté française en échange de l'impôt du sang. C'est très intéressant. Donc les gens, ils vont accepter le recrutement. Cette campagne permit de recruter 63 000 hommes en Afrique occidentale française et 14 000 en Afrique équatoriale française. La guerre se solde par un très lourd bilan. Au total, entre 1914 et 1918, plus de 565 000 soldats indigènes ont servi dans l'armée coloniale, dont 181 512 tirailleurs dits sénégalais venant en réalité de toute l'Afrique. Les plus nombreux, qui sont répartis au sein de 141 bataillons de tirailleurs africains, qui vont constituer l'essentiel de ce que le général Mangin appelait la force noire. 175 000 Algériens, dont 35 000 seront tués ou disparaîtront. 40 000 Marocains, dont 12 000 seront tués ou disparus. 80 000 Tunisiens, dont 21 000 tués ou disparus. 180 000 Africains noirs, dont 25 000 tués ou disparus. 41 355 Malgaches, dont 3 100 tués ou disparus. 48 922 Indochinois, dont 1123 tués ou disparus. 2434 Somalis, 1067 Kanaks et Polynésiens. À la fin de la guerre, en novembre 1918, les pertes totales s'élèvent à 97 100 tués ou disparus. La fin de la Première Guerre mondiale est marquée par une profonde réorganisation des troupes coloniales. La pénurie de main-d'œuvre due aux pertes effroyables consenties pendant le premier conflit mondial, je rappelle 1 355 000 morts, 3 595 000 blessés. Ça montre qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Avec tous ces morts et tous ces blessés, on manque cruellement de main-d'œuvre. Un ralentissement marqué du recrutement des jeunes engagés est constaté. Les rigueurs budgétaires imposées par l'effort de reconstruction et l'absence de menaces de la part de l'Allemagne vaincue ont raison d'une grande partie de l'infanterie française. On n'a plus besoin des soldats. Les troupes coloniales voient près de 80% des régiments qui la composent dissous. Cette première guerre passée, ça va pas durer longtemps. 1918-1945, on arrive très vite à la Seconde Guerre mondiale. En 1939, reproduisant le précédent de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle 90 000 travailleurs et tirailleurs indochinois avaient été déplacés en métropole, le plan Mandel, du nom du ministre des colonies, prévoit l'appoint de 300 000 travailleurs coloniaux, dont 100 000 Indochinois à l'effort de guerre. À la lumière de l'expérience de la Grande Guerre, le recrutement des travailleurs indochinois s'appuie sur un arsenal législatif mis en place dans l'entre-deux-guerres. Ça marchait à la Première Guerre, on le refait la même chose à la Seconde Guerre. Mais on prend toujours les mêmes. On va chercher les forces vives dans les colonies. Les travailleurs coloniaux doivent être recrutés, acheminés, administrés et mis au service des industries de la défense nationale par le service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale. La main-d'œuvre indigène rattachée au ministre du Travail.
L'arrêté du 29 août 1939 fixe l'ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire de l'Indochine. Vous n'avez pas le droit de dire non. 90% des 20 000 travailleurs requis sont alors recrutés de force dans la masse de la paysannerie pauvre, surtout dans les protectorats de l'Annam et du Tonkin. Les autres sont originaires de la colonie cochin-chinoise. Ils seront essentiellement employés, pour la plupart, à la poudrerie de Saint-Médard. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 2 septembre, la France mobilise ses troupes sur le continent et dans l'ensemble de ses colonies. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La France mobilise en 1939, comme elle l'avait fait en 1914, ses troupes de l'armée d'Afrique et des autres colonies. Ainsi, dès mars 1940, 10 000 soldats indochinois, 10 000 malgaches, 68 500 soldats d'Afrique noire et 340 000 d'Afrique du Nord participent à la drôle de guerre. Aucune bataille majeure n'a lieu en Europe, de l'Ouest jusqu'à l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France le 10 mai 1940. Ça veut dire qu'entre septembre 1939 et mai 1940, on a une période qu'on appelle la drôle de guerre. Durant cette drôle de guerre, les seules victimes qu'on déplore sont dénombrées lors de reconnaissances ou d'attaques aériennes. On dénombre près de 1500 tués dans les deux camps. Le 10 mai 1940, l'Allemagne décide de violer la neutralité belge et hollandaise pour pénétrer en France. Dès mars 1940, on dénombre dans l'armée française 10 000 militaires indochinois, 10 000 malgaches, plus de 68 000 soldats d'Afrique noire, 340 000 hommes d'Afrique du Nord qui participent à la drôle de guerre. 8 régiments de tirailleurs sénégalais, soit environ 40 000 hommes, prennent part à la bataille de France, région du Nord. Au cours de la décisive bataille de France entre le 10 mai et le 25 juin 1940, 10 000 soldats noirs seront tués. 7 500 sur 11 000 moururent dans les camps de prisonniers de guerre. Beaucoup de ces prisonniers africains, gradés et simples soldats, étaient sommairement exécutés par les Allemands, ces derniers les considérant comme des sous-hommes. Ainsi, s'ils ne représentent que 1% des soldats français engagés dans la bataille de France, ils représentent entre 15 et 29% des soldats tués lors des combats. Les autres sont pour la plupart enfermés dans les Frontstalag en 1940. Ce sont des camps exclusivement destinés aux soldats indigènes qui sont installés sur le sol français après la défaite française pour éviter tout contact avec la population allemande. Les Allemands refusaient systématiquement d'avoir des gens de couleur sur leur territoire, surtout des prisonniers. À de multiples reprises, notamment lors de combats dans la Somme, dans l'Oise ou en Côte d'Or, près de Lyon, les Allemands firent preuve de sauvagerie à l'égard des soldats noirs, achevant des blessés, massacrant des prisonniers comme ce fut le cas à Chasselet, dans le Rhône, où 200 tirailleurs sénégalais furent sommairement exécutés à la mitrailleuse le 20 juin 1940. L'image représente le Tata en Afrique occidentale, ça signifie enceinte de terre sacrée, où l'on inhume traditionnellement les guerriers morts au combat. 188 tirailleurs sénégalais y sont inhumés
les autres victimes ayant pour la plupart été brûlées sur place. Ce cimetière a été inauguré le 8 novembre 1942. Après la défaite française, après l'armistice, entre parenthèses, on a l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Les Allemands sont entrés dans Paris dès le 14 juin 1940. Dès le 16 juin, on discute au sein du gouvernement sur la continuation ou non de la guerre en constituant un front en Afrique du Nord. Mis en minorité, Paul Reynaud, chef du gouvernement et partisan de la continuation, va démissionner. Le même jour, le maréchal Pétain, favorable à l'armistice, est nommé à sa place et le lendemain, le 17 juin, il annonce officiellement aux Français l'arrêt des combats et demande l'armistice à l'ennemi. Partisan de la poursuite de la guerre, le général de Gaulle lance à la radio londonienne son célèbre appel du 18 juin pour la poursuite du combat et pour le refus de la défaite. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le lendemain, vous remarquez que c'est le lendemain du discours du maréchal Pétain. Pétain signera l'armistice le 22 juin 1940 à Rotonde, la fameuse clairière de Rotonde avec les Allemands. L'acte fondateur de la France libre est le discours du 18 juin 1940, au cours duquel le général de Gaulle, exilé à Londres, appelle les Français de tous bords à se joindre à lui contre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy qui dirigeait alors la France. Bien entendu, une bonne partie de l'Afrique était sous domination française. Les Africains étaient aussi concernés. Par suite de la bataille de Dakar, 23 au 27 septembre 1940, au cours de laquelle les forces françaises libres perdirent contre les armées de Vichy, le général de Gaulle se rendit avec une partie de ses troupes en Afrique équatoriale française. Entre-temps, Félix Éboué, lieutenant-gouverneur du Tchad, devient l'un des premiers à se rallier aux forces françaises. Ça lui vaudra d'ailleurs d'être condamné à mort par le régime de Vichy. Il sera cependant nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française par Charles de Gaulle. Une fois l'adhésion de toute l'Afrique équatoriale française acquise, le Conseil de défense de l'Empire pose ses bases à Brazzaville. Le journal officiel de la France libre y sera publié. L'appel à la résistance du général de Gaulle du 18 juin 1940, lancé dans les colonies, a reçu un écho favorable, puisque les engagements dans les troupes de la France libre sont extrêmement nombreux. Des quatre coins de l'Empire, des hommes se mettent sous les ordres du général de Gaulle, rejoignent les troupes combattantes. Les coloniaux sont regroupés dans des régiments constituant l'armée d'Afrique, pour les engagés venant de l'Afrique du Nord et les troupes coloniales pour les engagés des autres colonies. En juin 1940, un jeune capitaine qui refuse l'armistice fait le choix de poursuivre la guerre. Il s'appelle Philippe Leclerc de Hautecloque, qui deviendra le futur général Leclerc. Il rejoint l'Afrique à la demande du général de Gaulle. Avec une cinquantaine de compagnons, il parvient à rallier à la France libre l'Afrique équatoriale française et à préparer l'attaque contre les colonies italiennes. Le 29 février 1941, Leclerc obtient la capitulation de l'oasis de Koufra, en Libye. Le 2 mars 1941, après la levée des couleurs sur le fort, il fait prêter serment qui est entré dans l'histoire. Et sur le serment de Koufra est écrit « Ces hommes et lui ne s'arrêteront que lorsque le drapeau tricolore flottera à nouveau sur Strasbourg ».
L'armée française, éclatée après la débâcle de 1940, est reconstituée sur le continent africain dans les mois qui ont suivi le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, c'est-à-dire au Maroc et en Algérie, dès novembre 1942. Les forces françaises libres, qui comptaient dans leur rang un fort pourcentage de ressortissants des colonies, essentiellement d'Afrique noire, ont fusionné avec l'armée d'Afrique, Algérie, Tunisie, Maroc, qui sont restés jusque-là fidèles à Vichy. S'y sont ajoutés des évadés de France, dirigés par le général Delattre de Tassigny sous le nom d'armée B, avant de devenir la première armée. Elle est composée de 5 divisions d'infanterie, de 2 divisions blindées, qui va être équipée par les Américains à partir de 1943. Fin 1944, elle va compter près de 600 000 hommes, dont les 2 tiers vont venir d'Afrique du Nord. On y compte quelques 176 000 Européens, 233 musulmans, selon la terminologie utilisée à l'époque. Une véritable armée française est reconstituée pour libérer le sol de France. La majorité des plus de 250 000 hommes qui participèrent à la libération de la Provence sous les couleurs de la France foulent la terre de la métropole pour la première fois. Avec plusieurs jours d'avance sur le calendrier prévu, ils vont libérer Toulon le 27 août, Marseille le lendemain, avant de remonter la vallée du Rhône, de faire leur jonction le 12 septembre en Bourgogne avec la 2e division blindée de Leclerc qui vient de Normandie. Gaston Monnerville, député de Guyane, lance au lendemain de la victoire contre l'Allemagne: « Sans son empire, la France ne serait qu'un pays libéré. Grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. » Et il n'a pas tort, car les troupes coloniales de l'Empire français ont payé un lourd tribut pour la libération de la France. De 1940 à 1945, 55 000 combattants indochinois, tunisiens, marocains, algériens et subsahariens d'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ont perdu la vie. Il y a 75 ans, les rues de Paris ressemblaient à ça. Du 19 au 25 août 1944, dans la capitale, le cœur est à la fête. On escalade des chars, on s'embrasse. Paris célèbre sa libération et la fin de 4 années d'occupation. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Alors une histoire longtemps occultée, le blanchiment des troupes coloniales. Un sujet vaste, peu connu, mais qui mérite aujourd'hui toute votre attention. Cette opération logistique de l'armée reste un épisode méconnu de la guerre 39-45. À partir de l'automne 1944, les unités présentes en métropole sont blanchies, c'est-à-dire que les soldats originaires d'Afrique noire sont retirés du front, remplacés par des soldats français d'origine européenne résistants, des forces françaises ou civiles récemment libérées en cours d'engagement. Le blanchiment des unités est annoncé par une note de l'état-major de l'armée B, datée du 7 septembre 1944, qui justifie l'opération par les mauvaises conditions climatiques possibles. Les difficultés d'emploi des troupes sénégalaises sur les théâtres d'opération du Nord-Est pendant la saison froide imposent leur transformation rapide en unités entièrement blanchies. La note prescrit l'achèvement de la transformation pour le 15 octobre 1944 et le transfert des soldats noirs vers 2 régiments de tirailleurs en cours de reconstitution dans le sud de la France, les 16e et 18e régiments de tirailleurs sénégalais.
Environ 20 000 soldats noirs de l'armée française sont ainsi rapidement retirés du front et renvoyés chez eux. La photo présente, elle a été prise dans les Vosges à l'automne 1944. On voit des tirailleurs, ce sont les Noirs, qui se déshabillent pour laisser un uniforme et leur place dans les rangs des forces françaises libres à des résistants, qui sont blancs. Le blanchiment trouve plusieurs sources. Il a d'abord débuté en 1943 en Afrique, notamment dans la 2e division blindée du général Leclerc. À cette période du conflit, la France libre est largement dépendante de l'aide des Alliés, notamment les Américains. Mais à partir de l'été 43, ce sont les États-Unis qui équipent et instruisent la 2e DB. Et ils exigent que cette division ne compte plus aucun soldat noir. L'armée américaine comptait bien des soldats noirs parmi ses rangs, plus d'1 million, soit presque 10% de ses troupes, mais la ségrégation y était forte. Pour bénéficier de l'équipement, de l'instruction américaine, le général Leclerc doit se soumettre à des directives américaines. Or, dans l'US Army est pratiquée une ségrégation raciale, comme sur le territoire national. L'état-major américain affirme en effet que les Noirs ne sont pas utilisables dans tous les corps d'armée. Ils sont par exemple exclus des armes blindées qui nécessitent, selon eux, un trop gros effort technique. L'état-major pose donc la condition que la ségrégation s'applique au sein des forces blindées françaises. Pour suivre les directives américaines, les soldats noirs sont démobilisés. Néanmoins, ces directives n'expliquent pas le blanchissement progressif des autres corps de l'armée française de libération, ainsi que l'absence de soldats de couleur sur les photographies de la libération de la métropole. L'armée américaine n'aura pas été le seul acteur provoquant le blanchiment des troupes coloniales françaises. Le blanchiment a aussi été provoqué par les autorités françaises elles-mêmes, sans contrainte extérieure. Cette fois-ci, il n'y avait pas les Américains, c'était uniquement les Français, et les Français seuls qui ont décidé. Mais l'armée française a elle aussi pratiqué des blanchiments, pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout en 1944, lorsque le général de Gaulle demande que 15 000 tirailleurs sénégalais soient remplacés. Les divisions d'infanterie coloniale ont toutes été démobilisées à l'automne 1944 par les autorités françaises sous prétexte d'une forte baisse des températures. La température a bon dos. Les soldats noirs ont été écartés des représentations de la libération. Sur 1500 photos collectées pour la première exposition sur la libération de Paris, le 11 novembre 1944, une seule photo montre un soldat noir. Tout est fait pour que les spectateurs les oublient. Certains sont même surpris par leur absence. Il y a bien eu une tentative d'éviction de leur présence par les autorités françaises. Celle-ci s'explique de plusieurs manières. D'abord, le gouvernement français considérait que la présence trop importante de troupes non issues de la métropole pouvait jouer contre le prestige de la Nouvelle-France. Le général de Gaulle a bien appelé les Français à résister par l'intermédiaire de l'Empire. Mais dans le nouveau mythe du rôle de la résistance, le rôle de la population, unie dans la résistance contre l'ennemi allemand, prend une place prépondérante. De Gaulle affirme que c'est grâce à la résistance externe, mais aussi interne, que la France a été sauvegardée pendant l'occupation. Ainsi, le rôle de la résistance interne, des francs-tireurs et partisans, des forces françaises de l'intérieur, est largement promu en défaveur des forces françaises libres et des troupes coloniales. La résistance dans les colonies tombe alors peu à peu dans l'oubli au profit de la construction d'un mythe national fondé sur le
rôle de la résistance. Ensuite, les autorités françaises ont craint l'émergence et la diffusion d'un sentiment anticolonial au sein des troupes noires, découvrant la réalité de la métropole. Une chose est certaine, le serment de Koufra n'aura pas été respecté. L'Afrique a offert à la France un vivier inestimable d'hommes qui lui ont permis de poursuivre le combat. Les soldats coloniaux furent les seuls de 1940 à 1943 à maintenir la France debout. Ce sont eux qui, sous les ordres du général Leclerc, enchaînèrent batailles et victoires. Encore eux qui, durant l'été 44, cette fois sous les ordres du général Delattre, débarquaient en Provence et remontèrent rapidement la vallée du Rhône pour bientôt espérer combattre les Allemands sur leur sol. Mais, pour les soldats noirs, retirés des zones de combat, il en fut autrement. La guerre a été gagnée sans eux. On sait aujourd'hui, grâce aux recherches de quelques historiens qui s'intéressent à ce sujet, encore trop peu exploré, que les raisons sont multiples et imbriquées. Il y avait d'une part la volonté du général de Gaulle de montrer que les Français se sont libérés par eux-mêmes. Il y avait aussi la nécessité d'amalgamer les résistants à l'armée française, la restriction du matériel, la peur du métissage avec les populations métropolitaines. Revenir sur le blanchiment des troupes coloniales revient à s'interroger sur l'impact des politiques mémorielles dans notre vision de l'histoire. Celle-ci peut être biaisée. Ici, le rôle des troupes coloniales dans la libération de l'Europe est amoindri au profit de celui des résistants de l'intérieur. Ce blanchiment marque le début de la déroute pour les tirailleurs expulsés du champ d'honneur par la force des préjugés, puis parqués dans des camps pendant des mois avant de regagner pitoyablement leur pays d'origine. Une fois arrivés en Afrique occidentale française, les tirailleurs sont internés, ne perçoivent pas leur solde. Certains se révoltent, mais les révoltes sont violemment réprimées et font plusieurs dizaines de victimes. Ces violences sont pudiquement passées sous silence par les autorités françaises et seront évoquées sous le terme d'incidents. Les combattants coloniaux faits prisonniers par les Allemands en juin 1940 subirent 4 longues années de captivité. À la Libération, ils sont regroupés dans des centres dits de transition avant le retour dans leur terre natale. Ils attendent le versement de leur arriéré de solde, la prime de démobilisation et les sommes versées sur des livrets d'épargne en France. Une circulaire du 21 octobre 1944, émanant du ministère de la Guerre, direction des troupes coloniales, réglemente pour ce contingent le paiement de la solde de captivité. Elle précise que la solde de captivité des indigènes, ex-prisonniers de guerre, doit être entièrement liquidée avant le départ de métropole, le paiement devant intervenir pour 1/4 en métropole et pour les 3/4 au moment du débarquement. Ainsi, le 3 novembre 1944, à Morlaix, 2000 tirailleurs sénégalais doivent embarquer pour le Sénégal, mais 325 d'entre eux vont refuser de monter à bord du Circassia, un bateau prêt à les emmener au Sénégal. Pourquoi ils ont refusé? Pour n'avoir pas bénéficié des dispositions prévues. Dans son livre « Le retour tragique des troupes coloniales, Morlaix-Dakar 1944 », Anne Cousin rapporte un de ces incidents. Voilà ce qu'elle dit. 2000 Sénégalais, récemment délivrés de camps de concentration et groupés à Morlaix, attendaient depuis quelques jours leur départ pour l'Afrique. Après plus de 4 ans de captivité, leur arriéré de solde était très important. Aussi en attendaient-ils le paiement avec fébrilité. La plupart furent réglés, sauf 325 d'entre eux
cantonnés au quartier de la Madeleine. Le jour du départ arriva et ces 325 infortunés refusèrent d'embarquer avant d'avoir été alignés en solde, disant qu'ils ne voulaient pas être dupes comme leur père, qui en 1918, après avoir versé généreusement leur sang pour la France, étaient rentrés au pays sans solde, que depuis ils attendaient toujours. Nos braves restent inflexibles et inséparables dans leur résolution et le bateau partit sans eux. Le 11 novembre 1944, les 325 tirailleurs révoltés sont conduits à Trévé, dans les Côtes-d'Armor, pour avoir refusé d'embarquer sur un navire britannique qui devait les amener à Dakar avec plus d'1 millier de leurs camarades, tant qu'ils n'auront pas reçu le complément de solde qui leur était dû, après des mois de non-versement en raison de la guerre. Ils resteront prisonniers en Bretagne jusqu'en janvier 1945, sous la garde des forces françaises de l'intérieur. Une stèle a été édifiée en novembre 2011 à l'emplacement du camp, la commune estimant que c'est une certaine reconnaissance. C'est une des rares communes de France à avoir ainsi honoré les tirailleurs sénégalais et ce monument est devenu un lieu emblématique et symbolique de la participation de ces combattants à la libération. Les ex-prisonniers ont donc passé 4 années de captivité dans les Frontstalags, les camps de prisonniers situés à l'extérieur des frontières du Reich, qui sont, eux, installés en métropole. Pour le plus grand nombre, ils vont travailler dans les Arbeitskommando. Donc, on va les utiliser pour faire différents travaux qui sont nécessaires. C'était le premier contingent de tirailleurs dits sénégalais libérés par les Alliés ou les forces françaises de l'intérieur, qui peuvent rejoindre l'Afrique occidentale française où ils doivent être démobilisés. Alors, arrivés à Dakar, les rapatriés ont logiquement réclamé leur dû, leur rappel de solde, à savoir les 3/4 de la solde qui devait leur être versée au moment du débarquement. Les tirailleurs continuent de réclamer leur dû, surtout que le montant qui leur est versé perd la moitié de sa valeur lorsqu'elle est convertie en francs CFA. Quand ils ont compris que ce rappel de solde ne leur serait pas versé, 500 ex-prisonniers qui devaient partir pour Bamako refusent de quitter la caserne dans laquelle ils sont à Tiaroua. Armel Mabon, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud, a consacré plusieurs années à l'étude de leur dossier. Son travail d'investigation a duré une 15aine d'années, en lien avec une recherche sur les prisonniers de guerre indigènes, et elle a bénéficié d'aides précieuses d'archivistes, de personnes qui, par leur interrogation et leur éclairage, aura permis de reconstruire l'histoire de Tiaroua. Armel précise, le 28 novembre 1944, le général Dagnan, commandant la division Sénégal-Mauritanie, s'est déplacé à la caserne de Tiaroua, accompagné du lieutenant-colonel Simeoni, commandant le dépôt des isoliers coloniaux de Dakar, et du chef d'état-major, le Mal, alors que les ex-prisonniers de guerre réclamaient leur rappel de solde et que 500 d'entre eux refusaient de partir pour Bamako. Déterminés à faire valoir leurs droits, selon le rapport Dagnan, un groupe de rapatriés a bloqué sa voiture. Le général Dagnan indique qu'il leur a promis d'étudier la possibilité de leur donner satisfaction après consultation des chefs de service et des textes. Sur cette ultime promesse, les tirailleurs l'ont libéré. Ils ont dégagé la route, laissant passer sa voiture. Pour le général Dagnan, le détachement était en état de rébellion. Le rétablissement de la discipline et l'obéissance ne pouvaient s'effectuer par les discours et la persuasion. Du fait, il a mis sur pied une démonstration de force pour impressionner les anciens prisonniers de guerre.
Le général commandant supérieur de Bois-Boissel, revenu de tournée, a donné son accord pour une intervention qui devait avoir lieu le 1er décembre 1944 au matin à l'aide de 3 compagnies indigènes, un char américain, 2 half-track, 3 automitrailleuses, 2 bataillons d'infanterie, un peloton de sous-officiers et hommes de troupes français. Pour punir cette audace de réclamer un dû et les représailles, le camp de Thiaroye est attaqué à l'artillerie lourde en pleine nuit le 1er décembre 1944. Officiellement, il y a eu 35 morts. Il y aura en fait plus de 300 morts, ensevelis dans une fosse commune. Armel Mabon préfère à la lumière de ses recherches le chiffre avancé par Ousmane Sembéné, écrivain, réalisateur et militant sénégalais qui a notamment réalisé le film Le camp de Thiaroye en 1987. Et lui parle de 380 victimes. D'après l'historienne, des archives secrètes ont disparu et sont tenues hors de portée des chercheurs et des familles des victimes. Depuis la visite de François Hollande à Dakar en 2014, l'État reconnaît la responsabilité de la France dans le massacre et avance le chiffre de 70 morts. Le général Dagnan, qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu avec de la mitrailleuse lourde, écrit dans son rapport : « Ma conviction était formelle. Tout le détachement était en état de rébellion. Il était nécessaire de rétablir la discipline et l'obéissance par d'autres moyens que les discours et la persuasion. Tout est rentré tragiquement dans l'ordre. » Autre version, celle du lieutenant-colonel Lebert. Pour lui, c'est une simple opération de maintien de l'ordre. Les enquêtes diligentées par les ministères français de la guerre et des colonies ont conclu à l'époque à la nécessité de ripostes lourdes par suite d'une rébellion armée et au caractère illégitime des revendications. Après avoir confronté l'ensemble des preuves, Armel Mabon précise : l'argument rébellion armée ne résiste pas à la confrontation des différents documents, pas plus que la nécessaire riposte armée. Là-dessus, 34 tirailleurs qui ont échappé aux balles seront jugés le 6 mars 1945, puis condamnés à des peines allant de 1 à 10 ans de prison. À une amende de 100 francs de l'époque, ils vont perdre leur droit à l'indemnité de démobilisation. Heureusement, ils seront graciés en juin 1947 lors de la venue à Dakar du président de la République de l'époque, Vincent Auriol. En 2014, le 14 octobre, Armel Mabon écrit « Les archives de Thiaroye ne sont pas recouvertes de poussière et nous sommes désormais au cœur d'une réalité historique qui nous renvoie à la mémoire de ces hommes. La République française va-t-elle poursuivre le déni et galvauder encore cette mémoire meurtrie ? À la veille du 70e anniversaire de ce massacre lié à la spoliation, n'est-il pas temps de le reconnaître, d'en tirer les conséquences et de prendre les dispositions qui s'imposent ? Les événements du camp de Thiaroye ont longtemps représenté pour les Africains l'exemple même de l'injustice coloniale et de l'ingratitude de la métropole envers les soldats indigènes qui avaient pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes pour sa libération. La déception de ces soldats s'est creusée un peu plus lorsque le Parlement français a adopté, le 26 décembre 1959, dans le contexte des indépendances, le décret dit de cristallisation, qui ne revalorisait pas le montant des pensions, des retraites et des allocations payées par l'État français aux anciens combattants et fonctionnaires issus des colonies. Le système de cristallisation fixait le montant des pensions payées par la France à celui payé au moment de l'indépendance de chacune des colonies et permettait à chacun des nouveaux pays indépendants de prendre le relais progressivement pour payer ses pensions dues par l'ancien empire.
elles seront tout simplement transformées en indemnités non indexables sur le coût de la vie et en cas de décès, non réversibles aux veuves et aux ayants droit. Jusque dans les années 70-74, cette cristallisation n'a pas posé de problème, car les pensions des militaires français évoluaient peu. Ce n'est qu'à partir du choc pétrolier de 1973-1974 et le début de l'inflation à 2 chiffres qu'il y a eu un véritable décrochage entre les pensions françaises et africaines. En 2001, le Conseil d'État, par l'arrêt Diop, estime que la cristallisation constitue une discrimination. Le gouvernement décide alors d'indexer les pensions sur le pouvoir d'achat des pays d'origine. La retraite d'un combattant varie donc selon sa nationalité. Le 30 novembre 2002, le Conseil d'État a définitivement condamné la France à verser aux tirailleurs sénégalais et autres goumiers marocains les mêmes pensions qu'à leurs frères d'armes français. Alors que la pension en 2006 est de 461 € pour un Français, elle n'est que de 193 € pour un Sénégalais, 106 € pour un Tunisien, 101 € pour un Algérien, 60 € pour un Marocain et pire encore, 38 € pour un Vietnamien. Il faudra attendre la sortie du film Indigène en 2006, film de Rachid Bouchareb, qui revient avec justesse et rigueur sur les sacrifices des anciens tirailleurs pour que les législateurs français décident en 2007 la décristallisation des pensions. Celles-ci ont été revalorisées pour qu'enfin les anciens combattants africains de l'armée française perçoivent la même somme que les soldats français engagés dans la guerre. Mais entre-temps, la majorité des tirailleurs sont morts. En conclusion, ces soldats des Outre-mer et des colonies françaises sont devenus des combattants français sur le sol de l'Europe. Ils ont connu le froid, la faim, la fureur, la peur, l'angoisse, l'épuisement, la mort. Nous ne pouvons pas les oublier, nous devons être exigeants pour préserver les traces de ces récits individuels, car ils appartiennent à notre histoire, à notre passé, à notre héritage et à notre mémoire. Il faut avant tout retenir que l'histoire de la libération a débuté à Brazzaville en 1940 avec le ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre de Charles de Gaulle. Ces soldats du monde, qui étaient-ils? Des Spahis, des Goumiers, des Anamites, des Kanaks, des Malgaches, des tirailleurs qui venaient du Maghreb, des Comores, de Djibouti, des Outre-mer, d'Afrique noire. Ces soldats du monde entier sont venus combattre pour marquer leur fidélité et leur loyauté à ce qui était la nation française. Une nation qui défendait son intégrité et ses valeurs. Il nous faut aujourd'hui garder le souvenir du sacrifice de ces hommes pour que la France, dans toute sa diversité, puisse le reconnaître, avancer et construire ensemble. Je vous remercie.